En une douzaine d'années, Paris a littéralement perdu l'équivalent de la ville de Reims. Enfin, 180 000 habitants se sont purement et simplement évaporés de la capitale. Derrière l'image de carte postale, la vie culturelle, l'architecture, on a une réalité qui est d'une brutalité mathématique. En fait, se loger à Paris, c'est devenu un filtre d'exclusion massif. Absolument. Et cette hémorragie démographique, elle dicte entièrement l'agenda des élections municipales de 2026. L'incapacité à se loger, ce n'est plus un simple désagrément urbain, disons que c'est devenu une véritable crise existentielle pour la métropole. Et c'est exactement l'enjeu central de notre décryptage d'aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons rassemblé une documentation particulièrement dense. On a des manifestes électoraux, des dizaines d'heures d'interviews retranscrites et surtout un volumineux rapport de synthèse technique que nous allons beaucoup solliciter. Il s'intitule Le fichier zlogement.pdf. Un document très riche, effectivement. Très riche, oui. Et notre objectif, c'est d'offrir à l'électorat parisien une grille de lecture claire, pédagogique et bienveillante. Il ne s'agit pas seulement de faire le catalogue des promesses de construction, mais d'appliquer une vraie loupe économique sur la faisabilité de ces projets. En clair, comment financer le logement dans une ville qui est déjà lourdement endettée? La question du financement, c'est la véritable clé de voûte. Sans elle, un programme immobilier, ce n'est rien d'autre qu'une déclaration d'intention. C'est vraiment l'intégralité de l'échiquier, de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est très polarisé, oui. Voilà, et donc nous ne prenons aucun parti. Notre rôle n'est pas du tout de cautionner ou d'endosser les opinions présentées, mais uniquement de rapporter objectivement et d'analyser les idées contenues dans ces documents originaux. Le but, c'est d'informer ceux qui nous écoutent. Point final. Et cette neutralité est essentielle, d'autant plus que le point de départ de toutes ces stratégies repose sur un chiffre qui divise profondément, c'est l'état du compte en banque de la ville de Paris. D'accord, décortiquons tout cela. Le fameux nerf de la guerre. Les documents font état d'une dette municipale oscillant entre 10 et 12 milliards d'euros. Et si je lis bien les différentes stratégies, l'interprétation de ce chiffre crée une fracture immédiate entre les candidats. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la divergence radicale sur la nature même de cette dette. D'un côté, il y a ceux qui voient cette dette comme une hypothèque toxique qui paralyse complètement la ville. Le bloc de droite et du centre, j'imagine. Tout à fait. Avec des figures comme Pierre-Yves Vournazel, Rachida Dati, Sarah Knafo ou Thierry Mariani. Pour eux, Paris est au bord de la faillite. Leur diagnostic repose sur une métrique implacable, c'est-à-dire que cette dette a doublé sous la mandature d'Anne Hidalgo. Et aujourd'hui, elle coûte environ 540 millions d'euros par an, rien qu'en intérêt. Attends, 540 millions d'euros jetés par les fenêtres chaque année sans poser une seule brique. C'est le constat de la droite, oui. Enfin, ça représente la construction de plusieurs hôpitaux flambant neufs ou de dizaines de groupes scolaires juste partis en frais bancaires. On comprend tout de suite l'exigence d'un choc de gestion de leur part. Clairement. Mais la gauche ne fait pas du tout, mais alors pas du tout la même lecture de ce bilan comptable. Le bloc de gauche et les écologistes, notamment portés par Emmanuel Grégoire et Sophia Chikirou, ils refusent cette dramatisation. Comment ils justifient ça face à des chiffres aussi massifs? En fait, leur grille d'analyse ne se concentre pas sur le volume absolu de la dette, mais sur le ratio d'endettement. Ce ratio représente environ 85% du budget de la ville. Et si l'on met ce chiffre en perspective avec le standard des grandes métropoles mondiales, la situation parisienne semble presque conservatrice. Ah oui, les documents mentionnent d'autres villes pour comparer, c'est ça? Absolument. New York affiche un ratio de 95% et Londres dépasse allègrement les 200%. Donc, pour la gauche, c'est perçu comme un investissement sain pour enrichir le patrimoine des Parisiens. Pour résumer cette opposition avec une image familière pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu comme hériter d'un vaste domaine familial frappé par une lourde hypothèque. La droite panique en regardant les mensualités et exige de vendre les meubles pour rembourser la banque au plus vite. Et la gauche, elle, regarde la valeur immobilière du domaine, constate que les voisins sont bien plus endettés et propose de contracter un nouveau prêt pour refaire la toiture et faire une plus-value. C'est une excellente analogie. Et pour être tout à fait complet sur le spectre politique, nos sources mentionnent également l'extrême gauche. Des candidats comme Maël Pierre Auguimbeau ou Marielle Saulnier. Et eux, ils se situent où dans cette analogie? Eh bien, eux refusent purement et simplement de s'asseoir à la table du banquier. Carrément. Oui, leur postulat, c'est que la dette est un instrument d'austérité imposé par les marchés. Ils rejettent ce cadre comptable et exigent que l'État central paye la facture. Mais ça soulève une vraie question de relance.
Si la dette est effectivement un fardeau si lourd, comment la droite peut-elle promettre de régler la crise du logement sans dépenser d'argent public? On va y revenir. Mais d'abord, si l'on suit la logique de la gauche, puisque la dette est perçue comme un investissement sain, la mairie peut et doit utiliser sa force de frappe financière. Exactement. Et en parcourant le document zelogement.pdf, on perçoit une philosophie très claire sur ce point. Pour eux, la municipalité doit agir comme un bouclier social. Elle doit s'interposer, par la régulation, entre les résidents et les logiques du marché libre. C'est là qu'on voit des propositions assez massives. Emmanuel Grégoire, par exemple, met sur la table un chiffre colossal. Il promet la production de 60 000 nouveaux logements publics. Mais, et c'est là que je bloque un peu, où est-ce qu'on trouve l'espace pour construire 60 000 logements dans un Paris déjà hyper densifié? C'est toute l'astuce technique proposée par Emmanuel Grégoire. Il ne s'agit pas de trouver des terrains nus, ce qui est quasi impossible à Paris aujourd'hui. L'idée repose sur la conversion massive de surfaces de bureaux devenues obsolètes. D'accord, recycler le bâti tertiaire. C'est ça. Et parallèlement, il instaure une garantie municipale des loyers. Donc, plutôt que de simplement contraindre, c'est un mécanisme assurantiel porté par la ville. La mairie sécurise les propriétaires privés contre les impayés, mais à une condition stricte qu'ils louent à des tarifs abordables. C'est un interventionnisme très assumé. Mais ça semble presque modéré lorsqu'on lit les propositions de Sophia Chikirou dans ce même fichier de synthèse. Ah, Sophia Chikirou va beaucoup plus loin, effectivement. Elle propose de créer une véritable brigade du droit au logement, de geler les loyers sociaux dès la première année, et surtout, elle fixe un cap vertigineux. Atteindre 50% de logements publics et sociaux d'ici 2032, c'est bien ça? Exactement. Un logement sur deux géré par la sphère publique. Et pour y parvenir, l'innovation majeure de son programme, c'est la suppression de la fameuse règle des 3/3. Alors, il faut peut-être traduire ce concept technique pour notre auditoire. Si je comprends bien, cette règle impose actuellement aux promoteurs de mixer dans leurs projets des logements très sociaux, des logements sociaux intermédiaires et des logements pour les classes moyennes. C'est tout à fait ça. Et en supprimant cette obligation de mixité, l'objectif est d'accélérer la production en concentrant 100% de l'effort sur les catégories les plus précaires. L'argument invoqué, c'est celui de l'urgence humanitaire absolue. Mais mathématiquement, supprimer cette règle, c'est aussi assumer de ne plus rien construire pour la classe moyenne parisienne. Et puis, la question du financement de ce bouclier XXL reste entière. Geler les loyers, réquisitionner, construire massivement, ça coûte des milliards. Si l'on ne veut pas faire exploser les impôts locaux, où va-t-on chercher cet argent? Eh bien, le financement commun à gauche se trouve dans l'assèchement de la spéculation immobilière. Les documents détaillent une série d'interdictions. Emmanuel Grégoire et Sophia Chikirou s'accordent sur la nécessité d'interdire la création de nouvelles résidences secondaires. Et j'imagine qu'il vise aussi les locations de courte durée. Absolument. Ils veulent supprimer les meublés touristiques permanents, le fameux effet Airbnb, qui retire des dizaines de milliers d'appartements du marché locatif traditionnel. Et le fichier zlogement.pdf aborde aussi l'arme ultime de la puissance publique, la réquisition. Grégoire cible les biens vacants depuis plus de 5 ans. Chikirou, elle, réduit ce délai de tolérance à seulement 18 mois. Et pour l'extrême gauche, avec Maël Pierrot-Guimbaud, on demande la réquisition immédiate. L'objectif est de répondre aux 300 000 demandeurs de logements sociaux en attente et d'annuler purement et simplement les hausses de charges. Mais si on applique une logique purement macroéconomique à tout ça, une régulation aussi stricte avec des réquisitions, des interdictions, ça ne risque pas de provoquer un effet pervers redoutable. Je veux dire, en effrayant les propriétaires qui préféreront retirer totalement leurs biens du marché locatif pour éviter les ennuis. C'est une excellente remarque et c'est très exactement le point de départ de l'argumentaire du bloc de droite et du centre. Leurs programmes sont construits en réponse directe, en opposition frontale à cette philosophie de la contrainte. Parce qu'ils veulent réduire la dette en même temps. Voilà. Leur logique est la suivante, la ville est financièrement asphyxiée et l'interventionnisme coûteux de la mairie étouffe le marché. Donc la méthode inverse s'impose, il faut séduire le secteur privé. Et si l'on relie cela à la situation globale, la droite veut stopper net ce qu'on appelle les préemptions. Arrêtons-nous un instant sur ce mécanisme, car il est souvent mal compris. La préemption, pour faire simple, c'est le droit que s'octroie la mairie d'acheter prioritairement un immeuble privé mis en vente pour le transformer en logement social. Sur le papier, ça semble vertueux. Oui, sur le papier.
Mais dans les faits, c'est très critiqué par la droite. Exactement, parce que quand la mairie rachète au prix fort du marché, elle injecte de l'argent public qui maintient les prix de l'immobilier artificiellement hauts. Et surtout, elle ne construit rien de nouveau. Elle se contente de changer le statut juridique de l'appartement. Bilan, des centaines de millions dépensés pour un parc immobilier qui n'a pas gagné un seul mètre carré supplémentaire. C'est le cœur de leur critique. Ce système est jugé inflationniste. Puisque l'on arrête d'acheter à prix d'or, il faut inciter. Pierre-Yves Bournazel, par exemple, théorise ce qu'il nomme le choc d'offres. Et comment il compte créer ce choc, concrètement? Il veut remettre 60 000 logements privés inoccupés sur le marché. Et pour ça, il propose un pacte de confiance avec les propriétaires. Cela passe par des incitations fiscales massives, comme une baisse de la taxe foncière, couplée à une garantie des loyers impayés par la mairie. Et pour désendetter la ville, les sources indiquent que Bournazel met sur la table une proposition assez radicale. Il veut stabiliser le logement social à 25% et surtout vendre 20 000 logements sociaux appartenant à la mairie, mais situés en dehors des limites de Paris. C'est une manœuvre comptable majeure. Cela permettrait de récupérer une manne estimée à 3 milliards d'euros. 3 milliards, oui. De quoi soulager la pression de la dette. Et du côté de Rachida Dati, quelle est l'approche? Elle axe sa stratégie sur un assouplissement de l'encadrement des loyers, spécifiquement pour les biens rénovés. Sa priorité, ce n'est pas le rachat de nouveaux bâtiments, mais la rénovation du parc social existant. Et elle y ajoute un volet très ferme sur la sécurité, en promettant une tolérance zéro et l'expulsion pour les délinquants en HLM. Si l'on poursuit sur la droite de l'échiquier avec Sarah Knafo ou Thierry Mariani, là, le curseur de la dérégulation est poussé à son maximum. Ah oui, c'est la suppression pure et simple de l'encadrement des loyers. Sarah Knafo milite ouvertement pour la fin du dogme du tout logement social et Thierry Mariani, de son côté, promet de vendre 40 000 HLM directement à leurs locataires actuels pour favoriser l'accession à la propriété tout en instaurant une priorité nationale d'accès. Mariani propose aussi de densifier Paris en autorisant des immeubles de 8 à 10 étages. C'est vraiment le passage de la méthode du bâton, avec les taxes et les réquisitions de la gauche, à la méthode de la carotte, avec les incitations fiscales et la dérégulation pour convaincre les propriétaires d'ouvrir leurs portes. Mais c'est ici que cela devient vraiment intéressant. Oui. En croisant toutes ces sources, on remarque que presque tous les candidats, que ce soit Bournazel, Dati ou Knafo, promettent de donner la priorité d'accès au logement social à une catégorie très précise, les travailleurs essentiels. Les soignants, les policiers, les enseignants. C'est ça, ceux qui font vivre Paris au quotidien, mais qui n'ont tout simplement plus les moyens d'y habiter. Et c'est un point de bascule. Historiquement, le logement social parisien a été conçu comme un filet de sécurité pour l'extrême précarité. Aujourd'hui, la crise est telle qu'il est revendiqué par la droite comme un outil indispensable au maintien des classes moyennes laborieuses dans la capitale. Bon, nous avons décortiqué la mécanique financière, mais avoir un programme technique sur le logement et la dette, ça ne suffit pas, il faut le vendre aux électeurs. Et nos sources, en particulier les retranscriptions des interviews, révèlent que les méthodes de campagne choisies reflètent précisément leur vision de la gestion de la ville. Cela soulève une question cruciale sur la manière dont la démocratie locale évolue avec la technologie. Les innovations de campagne sont devenues fascinantes. Prenons Sarah Knafo, par exemple. Elle mise sur une campagne hyper technologique. Les documents décrivent un simulateur basé sur l'intelligence artificielle, accessible via le site combienjegagne.fr. Le principe est redoutable. Oui, chaque contribuable rentre ses données et l'algorithme calcule ses économies d'impôts directs. Et elle propose même une application mobile pour attribuer les HLM via un algorithme, en toute transparence. En opposition totale à cette approche, on a la méthode de Rachida Dati. Elle rejette catégoriquement les agences de communication parisiennes et l'intelligence artificielle. Les sources décrivent une mise en scène très physique, faire campagne sur un camion poubelle. Sur un camion poubelle, carrément. Oui, pour incarner une gestion de terrain concrète, ancrée dans la réalité matérielle des Parisiens. Et la gauche n'est pas en reste sur l'innovation, mais elle la place sur les terrains financiers. Sofia Chikirou propose de contourner les marchés financiers classiques qu'elle dénonce grâce à l'épargne citoyenne. Avec la création d'un livret Paris Solidarité, c'est ça? Exactement. Un livret géré par le Crédit municipal pour canaliser l'épargne des résidents vers la politique du logement. Mais l'auditoire doit se demander qu'est-ce qui retient vraiment l'attention de ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'un simulateur de baisse d'impôts par IA informe réellement sur la complexité d'un budget de 12 milliards ou n'est-ce qu'un outil de marketing électoral redoutablement efficace? C'est toute l'ambiguïté de ces campagnes modernes. La forme dit parfois autant que le fond. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Ce décryptage montre que l'électorat parisien fait face à un choix philosophique très clair.
D'un côté, on a une vision où la puissance publique agit comme un bouclier. Elle assume la dette, achète, régule et réquisitionne pour protéger ses habitants de la loi implacable du marché. Et de l'autre côté, une vision où la ville, asphyxiée par ses dettes, doit relâcher la pression fiscale et réglementaire. L'idée étant que le marché privé, s'il est libéré, recréera naturellement de l'offre locative. Mais avant de conclure, il y a un dernier élément dans le dossier. Une réflexion qui pourrait rendre tous ces débats politiques presque obsolètes. Ah oui, l'intervention de Pierre Tarade. Le président de la Chambre des notaires, oui. Dans les sources, il mentionne une réflexion prospective intitulée Horizon 2040. Il met en lumière la convergence de deux phénomènes massifs, c'est-à-dire l'explosion du télétravail et le départ à la retraite de la génération du baby-boom. Ce qui veut dire concrètement? Que d'immenses surfaces de bureaux parisiens vont se vider structurellement dans les années à venir. C'est inéluctable. C'est une pensée finale fascinante. Et si la véritable solution à la crise du logement parisien ne venait finalement d'aucun programme politique municipal? Et si cette mutation démographique et macroéconomique inéluctable transformait naturellement le paysage immobilier de la capitale en libérant l'espace qui manque tant aujourd'hui? C'est une question que l'on laisse en suspens pour ceux qui nous écoutent. Une belle matière à réflexion, effectivement. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur des finances et du logement parisien. À très bientôt pour un nouveau décryptage.